Hello les légendes, deuxième partie de notre hors-série dédiée à la prépa physique avec Fred du podcast Dans la tête d'un coureur. On ne lâche rien, il est jamais trop tard pour se refaire une caisse physique. Si t'as déjà écouté la partie 1 et entamé le cycle d'entraînement dont parle Fred, on va voir comment aller un peu plus loin en gérant son bagage physique en période de tournoi. Puis on va voir comment bosser ton explosivité pour être vif comme jamais au démarrage. Et enfin comment insérer du renfort et du gainage facilement pour être plus compact en retour et tirer des passings en bout de course, rien que ça. Fred conclut notre échange en analysant les caractéristiques physiques de Rafa, Roger et Joko, qui sautent à ses yeux d'expert. Sachez que pour les plus motivés d'entre vous, j'ai synthétisé le plan d'entraînement dont nous parle Fred dans la première partie de l'épisode et j'ai ajouté les notes de cette seconde partie, à savoir la manière de travailler ton explosivité, quand et comment insérer du renfort et du gainage dans tes sessions, et enfin, un nouveau hack mental pour s'y mettre plus facilement et tenir la distance, parce que c'est évidemment la régularité qui va vous apporter le plus de résultats. Si vous êtes déjà inscrit au plan d'entraînement la semaine dernière, ça sert à rien de vous réinscrire. Je vous enverrai les notes par mail, toutes fraîches, enfin toutes chaudes. Ça dépend de votre façon de voir les choses. C'est un PDF gratuit, en tout cas, en téléchargement libre, et c'est le premier lien en description pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, de manière plus précise et plus pro, Fred vous a concocté un plan d'entraînement de 6 semaines complet et détaillé, accessible également en description, c'est le deuxième lien. C'est un programme foncier adapté aux joueurs et joueuses de tennis et vous propose 2 séances par semaine pendant 6 semaines pour vous faire ou refaire une caisse physique. C'est hyper précis pour vous affûter en 1 mois et demi montre en main et cirer vos adversaires, au moins physiquement cet été. Pensez à écouter le podcast Dans la tête d'un coureur à l'occasion, ils ont dépassé les 2 millions d'écoutes, c'est du très lourd. Place à la deuxième partie de cette hors-série dédiée à la préparation physique. Vous allez être des avions sur le cours les légendes. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Dernier point sur le foncier avant de passer à l'explosivité parce que c'est quand même chouette de se sentir volé au 3e set parce que tu as une bonne prépa, que tu es là, que tu sens l'autre, il est en train de suinter la bière et que toi, tu peux l'enfoncer. Mais ce qui est très important au tennis, c'est le démarrage aussi de l'explosivité, de sentir que tu es sur l'amorti un peu en avance, que boum, tu tapes une glissade ou que tu as les petits pas, que tu te positionnes bien. Donc, tu nous parleras d'explosivité juste après, comment la bosser. Juste la prépa foncière, quand tu arrives en période de tournoi et que tu as un tournoi par semaine ou toutes les 2, voire 3 semaines, est-ce que, je ne sais pas si tu nous as dit tout à l'heure comment l'entretenir, cette prépa foncière, pour ne pas perdre ton bagage que tu as mis un peu de temps à créer, quoi. Alors, très concrètement, hein, en période de compétition, tu te concentres sur ton entraînement spécifique pur et dur. Si tu as 2 tournois à une semaine d'intervalle, si tu fais une semaine sans faire de foncier, entre guillemets, il va pas y avoir de souci, il va pas y avoir de perte. Tu vois, c'est très concrètement, parce que derrière, tu as une activité physique quand même qui te permet de maintenir un certain nombre de constantes. Donc, vraiment, je vais pas dire c'est du superflu, mais c'est du surplus que tu dois enlever. C'est comme, tu vois, les athlètes, je vais te faire un parallèle. En athlète, mes coureurs, lorsqu'on approche des compétitions, ils ne font jamais de renforcement, ils vont pas à la salle de muscu en période de compétition. Tu vois, ils font juste un peu d'abdos-gainage à la fin de leur footing, mais la salle de muscu où on va, pour certains, 2 à 3 fois par semaine, ils n'y mettent plus les pieds. 15 jours avant la compétition et après, quand ils sont dans le cycle de la compétition, ça serait des tennisman, des tenniswomen qui s'entraîneraient 5-6 fois par semaine. Je dirais, on peut toujours caser un petit footing pour, si tu t'entraînes 1 à 2 fois par semaine, souvent la compétition, elle va remplacer l'entraînement. Bah, tu te mets pas une contrainte qui n'est pas primordiale dans ta semaine de compétition. Donc, moralité, quand tu es en tournoi, est-ce que tu fais un petit footing de temps en temps ou pas? Est-ce que tu te fais un petit fractionné? Non. Même plus? Non. Ah ouais. Fractionné, non. Tu peux faire un petit footing pour te délasser, vraiment cool. Fractionné, t'en as pas l'utilité, sincèrement. Tu parlais de confiance tout à l'heure, tu vois, pour rester quand même au contact de bonnes sensations physiques, de se sentir bien, tout simplement. Qu'est-ce que tu conseilles en période de… Parce qu'il n'y a que l'été pour le genre de tennis où les matchs enchaînent, où là, je suis d'accord, pas besoin de faire de physique parce qu'au contraire, tu es plus sur de la récup active, du stretch. Et encore, très peu de tennisman qui font vraiment des étirements de manière assidue. Hormis l'été, où parfois tu peux avoir jusqu'à 2-3 matchs par jour, la saison du tennisman, elle est quand même assez disséminée. On parle vraiment aux joueurs de club. Comment est-ce qu'on reste confiant mentalement sur sa capacité physique? En plus, on peut avoir un barbug qui vient plein de tentations et de périodes beaucoup moins fastes que d'autres. Les gens qui nous écoutent bossent aussi, tu vois, c'est un truc à prendre en compte. Comment on reste frais
est bon sur le court sans avoir des gros trous d'air, quoi. Bah, alors pour le coup, et là on passe un peu au côté ingrat de tout ce qui est capacité aérobie, c'est que ça se travaille sur le long terme. En Ouais, fait, il vaudra mieux, à la rigueur, en faire un peu moins et être assez régulier toute l'année. ouais, Je vais te prendre un exemple, te dire bon, j'y vais qu'une fois par semaine. ouais. Même les semaines où je pourrais faire plus, mais je sais que comme ça, je m'épuise pas à faire un truc qui est pas forcément ma tasse de thé. Et du coup, plutôt que de se faire une grosse période pendant 2 mois, j'y vais 3 fois par semaine, puis après pendant 6 mois, et j'y vais même plus une fois par semaine. En fait, Ouais. ce qui compte quand même, c'est la répétition de ce type d'effort, en fait. Donc, il vaut mieux être régulier. Il vaut mieux, à la rigueur, faire des courtes sorties. C'est-à-dire, moi, je prends l'exemple, je fais un parallèle avec ce qu'on appelle amicalement, entre guillemets, les joggeurs du dimanche, qui ne vont courir que le dimanche, mais qui le dimanche, par contre, se mettent la race pendant 1 heure et demie. Moi, leur conseil, je leur dis, vous faites plus de mal qu'autre chose. Vous auriez intérêt à faire 3 fois 30 minutes dans la semaine qu'une fois 1 heure et demie, parce qu'une heure et demie, en plus, ça commence à être une durée assez longue, quand même, mine de rien. Vous vous épuisez. Du coup, quelque chose qui vous paraît un peu pénible à la base, bah, vous le rendez encore plus pénible. Du coup, tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux. Vaut mieux se mettre des petits moments, tu vois, aller courir, c'est pas forcément obligatoirement aller courir 45 minutes, 1 heure et demie. Si tu as 30 minutes, hop, tu cours 30 minutes. Pour les gens qui ont des enfants, ça peut être l'occasion de faire, eux, ils font du vélo et toi, tu cours. Tu vois, Ouais, ça peut être un ouais. truc comme ça. Ça peut toujours faire un moment sympa en famille. Moi, je fais ça avec mon gamin, hein, très, très personnel, tu vois, mes footings un peu cool. Je vais avec mon gamin, que ça se fait toujours une petite sortie sympa. Alors, il court un peu plus que 30 minutes, il est, voilà, mais c'est comme ça. Mais c'est vraiment se dire, c'est la répétition un peu toute l'année et ça n'empêche pas en fait les excès. C'est-à-dire l'erreur aussi, c'est d'avoir un excès, comme tu disais, tu peux avoir les barbecues, les fêtes, machin. Et c'est le lendemain, le pire truc, c'est de te dire bon bah demain je vais faire une séance pour un peu tout brûler ça et un peu me vider. Tu vois c'est le pire truc à faire. Ça, c'est la blessure, Laisse-toi le quoi. temps, hein, voilà, laisse-toi le temps d'assimiler l'excès que tu as fait, et puis tu vas courir 2, 3 jours après tranquille. Voilà, le corps il se réadapte. Quand tu es sportif quand même à la base, tu sais aussi gérer les excès et pas les excès. Comme tu dis, on bosse, on n'est pas professionnel, donc à quelques exceptions près, on va pas s'infliger des obligations de tennisman, tenniswoman professionnel. Il faut aussi être assez clair sur ses ambitions, sur ses objectifs et vivre les choses avec un vrai plaisir. Un rapide break pour vous rappeler que j'ai synthétisé les conseils de Fred en un document PDF gratuit, premier lien en description. Et si vous voulez aller plus loin et investir dans votre prépa physique, vous avez un plan d'entraînement spécifique au tennis de 6 semaines et c'est le deuxième lien en description. Ouais, tu parlais de régularité, je pense que c'est vraiment le mot à retenir. Les deux autres trucs que j'aimerais qu'on aborde, c'est donc l'explosivité, comment tu la bosserais pour le joueur de tennis de ton expérience. Et tu parlais d'une astuce maligne, c'est d'inclure un peu de renfort et de gainage à la fin des sessions de footing, parce que clairement, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas forcément faire non plus, mais voilà, une fois que mentalement t'es chaud, tu t'es fait au moins une demi-heure de footing, bah forcément, rajouter 5, 7, 10 minutes de renfort, bah ça passe beaucoup mieux que de s'y mettre de but en blanc dans ton salon. Explosivité et renfort, qu'est-ce que tu peux nous transmettre, nous donner pour le rendre ludique et bénéfique sur le long terme, quoi. Le terme n'est pas forcément valorisant, mais il faut créer des routines, des rituels, si on veut avoir un mot entre guillemets plus positif. Faut créer un rituel, c'est-à-dire je vais courir, mais même une demi-heure. Après, je sais que j'ai mon petit tour. Toi, tu te fais voilà un certain nombre d'exercices d'abdos-gainage que tu fais de manière systématique. Qu'il faut pas que tu étendes sur une durée dont tu sais qu'à terme, ça sera pas tenable. C'est-à-dire, je rentre et je fais 20, 25 minutes, 30 minutes d'abdos-gainage. Non. Moi, mes athlètes qui sont voilà des gens qui courent beaucoup, ils rentrent, c'est 10 minutes après un footing, après des séances qui n'ont pas été trop éprouvantes, parce que quand la séance était éprouvante, tu as besoin de récupérer, bah, ils font 10 minutes abdos-gainage. Tu vois, tout simplement, un petit circuit tout simple. T'aurais deux, trois exercices là concrets, simples à suivre. Alors, l'exercice le plus simple et en plus qui est vraiment l'exercice de gainage absolu, c'est ce qu'on appelle la planche. Qui est vraiment l'exercice absolu. Beaucoup s'évertuent à faire des crunchs, alors que sincèrement, le crunch, à part pour donner de belles tablettes de chocolat, n'a pas énormément d'intérêt, que ce soit pour le tennisman, le coureur. En fait, les abdos, les grands droits, ce sont les muscles qui te permettent de baisser, tu vois, de baisser le haut du corps. Et du coup, c'est pas un geste que tu as. Et la Et le, planche, plutôt main ou coude, et combien de temps?
Je te dirais que le temps, là, je tiens la réponse de Normand. Le temps, ça dépend aussi de tes capacités, mais déjà, si tu commences par 30 secondes de maintien, c'est pas mal. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier la pause sur les coudes, tout simplement parce que souvent, quand tu le fais bras tendus, ce que certains appellent l'araignée, tu as une fatigabilité des bras qui intervient également et qui peut un peu altérer la justesse de ton maintien Ok. technique. Et ça, c'est vachement important. La planche, c'est vraiment, je contracte mes abdos et je serre les fesses. Et en gros, si quelqu'un vous regarde, ou si vous regardez dans une glace, que vous ayez vraiment un alignement entre votre cheville, genou, hanche et l'épaule. Les gens qui ont des fesses plus galbées, évidemment, ça va ressortir ou pas, mais il faut vraiment que vous soyez le plus bas possible. Souvent, la grosse erreur, c'est d'avoir le bassin qui est trop haut. Souvent, ça baisse les Voilà. fesses. Et par contre, il faut pas les baisser trop non plus, parce qu'il faut pas Ouais. creuser. C'est vraiment, Yes. faut la juste position. Et il faut, par contre, là où j'insiste, c'est planche de face et planche côté, chaque côté et le dos aussi. C'est-à-dire que Ok. souvent, on voit la planche, les gens qui font la planche que dans un sens, c'est-à-dire que de face, c'est très bien, mais il faut aussi renforcer les latéraux et derrière l'ombre, même si globalement, vous allez le renforcer en faisant que de face, mais alterner. Et une fois que vous maîtrisez l'exercice, sincèrement, la planche, même quand vous le maîtrisez, très concrètement, le tour, c'est 1 minute face, 30 secondes côté gauche, 30 secondes côté droit, 1 minute dos. Vous faites ça à Ok. chaque fois, t'as pas besoin de beaucoup plus. Et une fois que vous maîtrisez vraiment, bah, vous pouvez apporter des petites modifications. Par exemple, quand vous êtes de face, bah, sur 1 minute, pendant 20 secondes, vous levez la jambe, vous êtes que sur un appui, c'est-à-dire vous levez la jambe droite, voire jambe droite, bras gauche. Après, vous trouvez des petites astuces pour pas toujours faire le même type d'exercice et les rendre un peu vivants. Yes. Explosivité, du coup, est-ce que tu aurais des choses qui te viennent pareil, on est sur du fun. On a compris hein, de toute manière. Hein. Tout ça, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Moi, je trouve que le plus sympa, c'est toujours de le faire en groupe. Le côté on est ensemble, un peu convivial, pousse aussi au dépassement, notamment sur les hautes intensités. Donc ça peut vous aider un peu. Et c'est pareil, on parlait tout à l'heure de petits hacks pour un peu se pousser à aller faire sa séance. Bah, c'est de donner rendez-vous à quelqu'un. Tiens, viens, on va courir ensemble parce que on n'a jamais aucun remords de se faire faux bon à soi-même. C'est plus délicat avec les autres. L'engagement auprès de quelqu'un d'autre et l'engagement auprès d'un objectif. C'est-à-dire Voilà. que si tu t'inscris à ne serait-ce qu'un 10 km, tu as ta carotte à terme ou alors une série de 2 ou 3 tournois, tu sais que sur la période qui précède, tu as envie d'y aller. Quoi. Et c'est alors l'explosivité. Alors elle peut se travailler de deux manières. Si tu veux vraiment rester que sur de la course, en fait, tu vas alterner. Par exemple, on va reprendre un exercice très simple. Et on va le prendre en milieu forestier. Tu fais 15 secondes de chaise. Hein, on connaît tout ça contre un arbre. Et après, tu te fais 10 secondes pleine balle, comme un sprint. Ah, Ah, mais ça, évidemment, c'est tu t'es top. échauffé avant. Tu t'es Ouais, échauffé avant. Tu peux avoir un autre exercice où tu as ce qu'on appelle le squat jump. Tu sais, c'est air squat là, avec un petit saut ou ouais. du air squat tout court. Tu enchaînes les mouvements et pareil derrière, tu pars sur 10, 15 secondes de sprint, mais 10 secondes, c'est largement suffisant. Un autre exercice, et là, quand tu es à plusieurs, ça peut être sympa, une course avec départ arrêté sur 5 mètres, tu vois, vraiment pousser comme un bœuf sur 5 mètres, mais avec quelqu'un qui a un élastique de force qui t'a mis autour de la taille et qui te retient, Yes. qui te laisse partir au début et qui te retient d'un coup pour hop, tu sois vraiment dans l'explosivité. Bien vu. Tout simplement. Ça, c'est vraiment, toi, tu as des petits tips comme ça, des petits exercices qui peuvent être assez simples. Si tu as des tribunes, tu es sur un stade où il y a des tribunes à côté du court de tennis, aller monter d'escalier, c'est top. C'est top. Mais c'est pareil, tu peux les agrémenter de 15-30 secondes de chaise ou des air squats ou des petits exercices qui vont te pré-fatiguer musculairement les jambes et après partir pleine balle sur une dizaine de marches. Petite Tu vois. anecdote, j'ai fait une expérience en université américaine juste après le bac pendant 2 ans je voulais devenir pro et puis faire mes études en parallèle. Et il y avait un stade de football américain de 47 000 places. Et le coach nous faisait faire les marches du stade, 45 minutes de marche pour les faire intégralement. Je Voilà. peux te dire, mais il nous les faisait faire ouais, une fois par semaine. Putain, c'était là, je peux dire, c'est de la vivacité et putain, mais on terminait mais trempé de la tête aux pieds, mais c'était un bon mentalement, ça te forge aussi, hein, tu bosses quoi, tu bosses dans tous les compartiments. Bon bah top, Fred, un grand merci. On a évidemment dépassé très largement ce que je voulais qu'on fasse au départ, mais c'est encore mieux que prévu. Est-ce que pour conclure, tu peux nous dire de ton œil d'expert à toi, d'un point de vue physique, ce que tu penses des caractéristiques ou des capacités de Rafa,
Nadal, de Federer et de Djokovic. Dans l'ordre que tu veux, les caractéristiques que toi, quand tu les regardes, te sautent aux yeux, leurs forces, peut-être leurs faiblesses, enfin bref, si tu pouvais nous dire 30 secondes sur chacun. Tu vois, on parlait d'explosivité, force explosivité. Pour moi, hein, on est en plein ce qu'est Rafael Nadal, hein, j'invente rien. On le constate, c'est vraiment un puncher de fond de cours. D'ailleurs, on voit son gabarit. Souvent, le gabarit d'un sportif fait ressortir ses caractéristiques. Il est comme on dit dans un langage un peu familier, il est quand même sacrément gaulé, le garçon. Il est bien bâti. Et on voit qu'il a eu besoin d'organiser son organisme autour de son style de jeu puncher, c'est-à-dire que évidemment, on pourrait dire il tape là-bas, il a besoin que d'un gros bras. Mais on voit que l'ensemble de son corps est aussi adapté, et ça c'est vraiment une donnée qu'il faut avoir en tête, adapté à son style de jeu, parce que pour pouvoir taper fort, il faut pas qu'un bras qui soit fort, parce que derrière, il faut aussi qu'il ait des cuisses assez puissantes pour lancer le mouvement. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'un mouvement de bras, il prend sa base dans ton appui au sol, et voire même quand tu es en extension, dans la force que vont te transmettre tes jambes et que tu vas donner à la balle derrière. En fait, il faut bien comprendre tout le cheminement. Quand tu vois notamment les cuisses qu'il peut avoir, c'est franchement, Ouais. ça va être un compliment ce que je veux dire, mais c'est un vrai bœuf. Il travaille énormément la force explosivité et notamment en salle. Tu vois, ça se voit que, à mon avis, quand il fait des squats et qu'il met la barre derrière les épaules, c'est pas pour lever 30 kilos, quoi, très concrètement. Voilà. Roger, pour enchaîner avec lui, il a un Hein. prépa physique depuis ses plus jeunes années, Pierre Paganini, et ils ont une préparation physique qui est très mystérieuse. Tu vois, ils sont toujours à l'abri des caméras, des regards. Sa prépa physique est 100% secrète. Alors toi, l'expert, tu penses qu'elle est faite de quoi? Alors moi déjà, je te dirais, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est toujours bien de garder ses petits secrets. Déjà, tu dévoiles pas tous tes tips. Et de deux, ça peut instiller le doute chez l'adversaire. Je pense que c'est un athlète qui, pour le coup, a une préparation physique qui est plus douce et si on parle vraiment en termes de travail, par exemple de musculation, qui est plus sur un travail d'endurance de force. On le voit de façon physiquement, ça se voit qu'il n'est pas sur un travail de développement, force, explosivité, puissance, même s'il travaille inévitablement, tu travailles toujours un peu chaque domaine, mais tu as toujours un domaine qui est privilégié et qui est adapté à ton physique. Je pense que, alors après, je sais pas, ça serait à voir sur une course, mais je pense que ça peut être un bon coureur à pied. Tu Ok. vois, je pense que c'est un mec qui travaille énormément le cardio et qui du coup qui a une endurance assez importante, qui a un très très bon foncier. J'ai l'impression que c'est un chat sur le court. Tu vois, je le vois bien bosser Ah, l'agilité, les réflexes, la coordination. J'ai l'impression qu'il pourrait courir sur des œufs, qu'il ne les casserait pas, tellement il a le pas léger, fin, bien placé. Tu vois, ça mouline et boum, c'est bien placé. Ouais. c'est exactement ce que je te disais, quoi. C'est quelqu'un qui travaille pas dans la force explosivité, la puissance, donc endurance de force parce que il a pas enfilé que des perles de son côté. Mais voilà, en privilégiant, comme tu disais, la subtilité, mais qui est à l'image de son jeu de tennis. Et pour Djokovic, je dirais que tu vois, alors c'est pas pour faire Georges coupe la poire en deux. Pour moi, tu vois, Nadal, c'est un peu le sprinter en vélo, tu vois, ou même tu vois, c'est le cycliste sur piste, le mec qui fait du keirin. Je sais pas si tu vois ce que c'est le keirin, mais c'est le mec qui fait du keirin, tu vois. Le mec qui y va. Voilà. Tu vois, Federer, c'est plus le coureur de fond. Le coureur de fond élégant à voir courir, très agréable. Et Djoko, pour moi, c'est plus le triathlète. Tu vois, il est Ok. entre les deux. Avec quand même, si on doit faire un peu pencher d'un côté, il penche plus sur la force explosivité que sur l'endurance de force. Je pense que si on devait peser ou faire un peu le compte de sa prépa physique et le comparer à ces deux comparses, Nadal et Federer, je pense qu'il aurait plus de points communs avec Nadal que Federer. D'autant qu'il a un régime alimentaire particulier. Et du coup, il doit faire beaucoup plus attention à son organisme. Mais il est quand même plus sur un travail d'explosivité, je trouve. Et question un peu what the fuck. À la fin de leur carrière, si les trois se laissaient aller complet, tu vois, à pu faire de sport, à jouer au poker toute la nuit, à boire des coups, lequel deviendrait le plus gros, tu penses? Euh, Lequel deviendrait le plus gros? Putain, c'est dur. Moi, je dirais Rafa. Je sais pas pourquoi, mais je le Bah, verrais. moi, j'allais dire Nadal aussi. Franchement, Ouais. j'allais dire Nadal parce qu'il a déjà le physique le plus important. Après, tu sais, ça peut être l'inverse. Ce sont peut-être ceux qui sont, voilà, peut-être qu'il a le physique aussi plus important parce qu'il se prive moins que les autres et qu'il a peut-être
notamment au niveau diététique, quelque chose qui lui correspond, enfin, où il n'a pas été dans la privation et peut-être que les autres le sont plus. Franchement, c'est toujours super délicat. Mais allez, on va dire Rafa, parce que il n'a pas l'air de faire les choses à moitié, donc je pense qu'il va y aller comme un boucher sur cette vie de débauche et d'excès. Ah, franchement, je pense pas. Bon, en tout cas, je lui souhaite pas. Mais un grand merci, Non, Fred. Vraiment, merci pour ton je temps. t'en Merci, prie. merci pour tes Merci à toi. lumières. Bonne continuation en tant que coach et podcasteur. Du coup, vraiment le meilleur à l'équipe, quoi. Bah, merci, puis à toi aussi, puis à bientôt peut-être pour une suite ou des choses complémentaires, hein. Avec grand plaisir. Donc voilà, dans la tête d'un coureur, allez découvrir le podcast. Surtout si vous êtes féru de footing et autres préparations foncières. Et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir écouté ce hors-série dédié à la prépa physique avec Fred du podcast Dans la tête d'un coureur. Venez nous dire si ce contenu vous plaît en commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un avis sympa ou même sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Allez récupérer toutes les notes de l'entretien dans le premier lien en description, et si vous voulez vous refaire une caisse physique en 1 mois et demi, c'est le deuxième lien en description juste en dessous. Allez jeter un œil au podcast Dans la tête d'un coureur, et si vous aimez, ils ont également décliné avec Dans la tête d'un triathlète et Dans la tête d'un cycliste. À très vite les marmules de légende, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.